Merci à tous, merci pour l'invitation pour parler au Cultural Club. C'est ça semble un titre un peu assez moderne, surtout en anglais, Online Statistical Learning, mais en fait la plupart des choses que je vais présenter sont assez bien connues, sont déjà assez vieilles, mais elles reviennent en fait d'une façon intéressante au bout du jour en recherche, en particulier dans la conception d'algorithmes. Donc, en ce qui concerne le club aujourd'hui, c'est un peu ça plus comme une initiation, pas une initiation, vraiment une introduction vraiment high level. J'ai mis des références pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc, je vais essayer d'être assez pédagogique, de vous donner envie d'aller voir plus loin simplement les résultats que je vais donner des résultats vraiment sont vraiment forcés sur les disques. Alors, le cas de travail aujourd'hui, c'est celui d'un cas d'apprentissage statistique. Donc, pour ça, les ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je vais préciser. Ce que ça veut dire, alors on suppose qu'on a deux types de variables, x et y, une variable x, variable y. Essentiellement, il y a une des variables x qui est facilement mesurable, qui a un intérêt limité mais qui est accessible, et y qui, elle, joue le rôle de réponse, ou joue le rôle de variable directrice dans l'analyse statistique, dans le problème d'apprentissage machine. Et c'est celle vraiment qui nous intéresse. Je suis déjà au slide 2, je pense. Voilà. Variable d'intérêt et variable aussi. Excusez-moi pour ça. J'ai mis quelques exemples pour ici un peu mesurer, sentir de quoi on parle. Donc, par exemple, c'est x, c'est une préférence politique d'un individu. Bon, là, ça commence mal mon affaire, je vais inverser, je vais vous dire y, la préférence politique d'un individu. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop mesurer, à part avoir fait un cas. Et x, donc vous données socio-économiques d'un individu. X, une image de chiffres manuscrits et pixelisés, c'est-à-dire vous avez une image sur ordinateur qui a une collection de chiffres, au 0, 1 par exemple. Puis y qui serait le chiffre lui-même, donc 1, 0 ou 1, 1. Donc vous voyez déjà, j'ai de l'information qui est là-dedans, oui. Bon, c'est une relation qui existe mais qui n'est pas si évidente à modéliser. Ici, c'est un exemple intéressant. Finalement, je crois que j'aurais ici quelque chose qui serait mesurable. Donc, j'ai un échantillon d'eau potable et j'aurais un spectre d'absorption que je peux faire de façon assez simple. Mon échantillon, je vais dans un type qui permet de faire la spectroscopie infrarouge, puis je vais avoir mon spectre. Et Y qui me donnerait la séparation en méthodologie de l'échantillon. Typiquement, ça, je l'obtiendrais avec des méthodes chimiques un peu laborieuses. Là. Mais si jamais j'arrivais à apprendre de X comment comprendre, comment, on va dire, donner la valeur de Y, j'aurais plus besoin de faire une petite expérience chimique, j'aurais juste besoin du spectre d'absorption que je peux avoir facilement. Okay. Donc vraiment, là, l'idée importante de ce slide, c'est de comprendre que quand on parle d'apprentissage statistique, je vais essayer de trouver une fonction, en fait, qui va de l'espace de X à celui de Y, telle que, en fait, j'espère avoir un lien assez fort entre les ici. Alors, interrompez-moi là s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc là, je vais considérer en fait un cadre où j'ai une population sur laquelle j'ai quelques mesures. Okay. Et je vais avoir un outil de modélisation qu'on appelle la variable aléatoire, où je vais considérer que toutes ces variables, là, les x1, y1, x2, y2, etc., sont des copies liquidées du phénomène qui m'intéresse. Dans le reste de la présentation, je ne vais pas regarder un exemple en particulier, donc ce que je viens de mentionner, c'était juste pour fixer les idées, mais gardez ça en tête. Et formellement, donc c'est ce que j'écris ici. Finalement, l'algorithme, qu'est-ce que c'est? Ça va être finalement un opérateur qui va prendre n'importe quel type de données, un ensemble de données qu'on lui donne, qui va être petit, plus ou moins grand, cette partie-là, okay, et qui va ressortir une fonction qui a valeur dans Y, et donc, on espère qu'il est censé apprendre des choses et qu'au final, quand je vous donne des données, la vie qu'il apprend, elle a du sens. Donc, pour faciliter l'exposé, je vais regarder un cas où finalement, je ne vise pas prendre toutes ces fonctions possibles à valeur dans Y. Je vais prendre des fonctions qu'on appelle des fonctions paramétriques. Donc, je vais dire que j'ai mon ensemble de fonctions qui m'intéresse, sur lequel l'algorithme va travailler. C'est un ensemble paramétrique, donc qui est contrôlé par un paramètre θ. Donc, les fonctions que je regarde, c'est des fonctions à valeur dans Y, mais paramétrisées par un θ. Si je fixe un θ, je vais fixer la fonction. Et du coup, en fait, on peut réécrire l'algorithme de la façon suivante.
Je peux lui donner n'importe quel type de jeu de données, plus ou moins grand, et un paramètre initial. Je vais avoir à la fin un paramètre qui devrait être plutôt, j'espère être. Vous voyez, finalement, les idées que je pense ici, c'est vraiment des idées statistiques. Je veux dire, l'idée d'avoir un paramètre qu'on cherche à estimer, c'est ni plus ni moins tout ce que fait l'algorithme. Okay. Parfois, les gens qui sont pas dans le, on va dire, dans la culture, l'apprentissage, etc., ils sont un peu mélangés, mais il faut voir qu'un algorithme, c'est ni plus ni moins qu'un estimateur. Dans ce cas-là, un estimateur paramétrique. Donc là, je prends un exemple qui va me servir tout au long de l'exposé. C'est un exemple de classification. Il n'y a pas d'interprétation derrière. Là. Je vais rester un peu synthétique, on va dire. Donc ici, j'ai deux variables, x1 et x2, qui sont dans -1, 1. Ok. Je les ai repeints là. Et la couleur, en fait, des points m'indique la classe. Donc y ici, c'est une variable discrète, qui vaut 0 ou 1. Et là, en particulier, la fonction que je vais essayer d'apprendre, okay, c'est une fonction qui me donne 1. Si cette fonction-là, qui voyez des points de θ et de x, est plus grande que 1 de x. Je suppose que j'ai observé cette population-là, et essentiellement, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de construire un algorithme, de construire un estimateur de θ qui est censé un peu genre me dire finalement où est-ce qu'est la frontière entre les 0 et les 1. C'est un exemple assez simple et qui permet de faire passer un message intéressant. Donc dans cet exemple-là, c'est comme si j'essaie de représenter ça comme ça. Donc j'ai l'algorithme qui va travailler sur ces données-là, les x et les y, qui va à la fin me donner un estimateur. Donc ça c'est juste l'estimateur, mais vraiment la fonction qui m'intéresse, je la trouve en remplaçant, vous voyez, la θ1 et θ2 là-haut, par ce que je viens d'estimer. C'est une fonction implicite. Pour les fonctions, pour la collection de fonctions, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez considérer des choses plus ou moins compliquées ou des choses plus simples, des fonctions linéaires ou un réseau de neurones. Celles et ceux qui sont en apprentissage, qui ont fait des cours d'apprentissage, souvent entendu parler de ces notions-là, mais pour vous qui ont entendu parler d'apprentissage profond ou de choses comme ça, il faut voir que c'est simplement la structure du modèle que je précise. Là, j'ai pris une fonction très simple, parce que c'est un exemple simple, c'est plus transparent. Est-ce qu'il y a des questions Donc là, je vais passer à la partie où je vais présenter, disons, en contraste, apprentissage traditionnel versus apprentissage en ligne. Ce qui m'intéresse un peu. Donc traditionnellement, on a une population X, là, disons taille N, et donc j'ai mon algorithme que je peux comme réécrire comme ça. Là, je peux indicer par N, parce que je vais travailler sur une population de taille constante égale à N, je peux faire passer comme le jeu de données qui fait X là-haut, et du coup, je vais appeler mon estimateur, qui me rend l'algorithme de taille. Alors, qu'est-ce que c'est que le contexte en ligne? En fait, c'est un contexte où finalement les données arrivent au compte-gouttes. C'est assez facile, je pense, à imaginer, à comprendre ce que ça veut dire. La précision, en fait, en ligne, c'est que quand j'ai une nouvelle donnée qui arrive, en fait, c'est comme si elle a remplacé l'ancienne donnée. À tout moment de l'existence de l'apprentissage, là, j'ai le droit qu'à un seul donné x, k, y, k, ou x, t, y. Du coup, ça change un peu le contexte, hein, on va dire le paradigme, parce que quand je fais mon apprentissage de paramètres, là, généralement, j'ai besoin de toutes les données. J'apprends sur toutes les données, mais là, je mets une contrainte. J'impose qu'à chaque moment, j'ai un seul donné qui existe. On peut voir ça comme il y a des gens qui disent que c'est comme le cas d'apprentissage Snapchat, où vous avez un truc qui apparaît, qui disparaît aussitôt. Puis genre, voilà. Ou sinon, une personne qui serait amnésique, il n'a pas mémorisé tout ce qu'il y avait derrière lui. Étant donné, il a juste comme l'idée qu'il a présentement, qui doit essayer de faire quand même du sens sur tout ce qui s'est passé dans le passé sans qu'il ait pu mémoriser. Donc là, les choses sont un peu différentes. J'ai essayé de représenter ça graphiquement. Essentiellement, quand j'ai la première donnée, je voudrais essayer d'estimer θ simplement avec ce que j'ai. Donc le premier couple, là. Donc là, j'ai mis un 1, vous voyez, pour la notation de l'algorithme, parce qu'en fait, j'ai qu'un seul de données, en particulier les données par x1 y. Donc je pars d'un paramètre arbitraire qui est à 0, je vais faire une première transformation, aléatoire déterministe, on verra, mais ainsi de suite, et quand j'ai un deuxième donnée,
finalement, qu'est-ce que j'ai juste le droit de x2, y2 et l'ancien paramètre. Et ainsi de suite. C'est bien que les algorithmes en ligne, je pourrais essayer de les résumer un peu de façon schématique. C'est des algorithmes composés en fait. Donc, je les applique successivement, les transformations successives de paramètres pour espérons converger quelque part qui m'intéresse. En termes de motivation, c'était venu initialement, bon, c'était une théorie, mais c'était une utilisation, on va dire, pratique. Pour les gens qui voulaient faire des mesures, des calculs d'unités à distance, et aussi on avait des centres de calcul typiquement qui étaient en autonomie, donc il n'y avait pas besoin de pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de puissance disponible. Par exemple, en météorologie, bah, tu ne pouvais typiquement pas garder en mémoire donnée, donc tu avais besoin d'un truc comme ça pour faire des estimations. D'autres motivations, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on voit qu'avec les gros volumes de données qu'on a, en fait, les algorithmes traditionnels qui sont utiles et qui sont bien compris par les mathématiciens, finalement, fonctionnellement, ils ne sont pas efficaces. Ils sont trop lents pour vous donner des choses réalistes. Quand vous travaillez avec des gens qui font de la génétique, des gens qui font en astronomie notamment, des données qui sont tellement massives, on ne peut pas appliquer des algorithmes traditionnels. Donc là, l'idée en ligne, c'est pas vraiment une histoire de stockage, c'est plus une histoire de l'heure de stockage, maintenant c'est pas vraiment un problème, mais c'est plutôt une idée d'avoir des choses à temps fini, des réponses à temps fini aux algorithmes, des grands volumes. Un truc plus récent là, qui fait ma apparition, c'est l'idée de la confidentialité des données. Imaginez que vous avez un adversaire qui essaie de vous espionner. Bon, bah, vous voyez bien que si vous avez un algorithme précis, il arrive quand même à faire l'apprentissage sur simplement une input de données. Bah, tout le temps, s'il fait son espionnage, qu'il vient voir, il va avoir une donnée. Okay. Vous voyez là tout à l'heure, si j'avais regardé la préférence politique de notre bah, je n'ai pas besoin de garder un jeu de données, je peux simplement faire l'estimation jusqu'à temps que j'ai une nouvelle donnée qui va tirer au reste. Donc ça, c'est vraiment des idées importantes dans les deux dernières en particulier. Et donc ma question que je vais essayer de répondre, c'est ça, la question, elle se prend comme ça, c'est si je suis dans un contexte en ligne avec mon algorithme, là j'ai mis des titres un peu, de façon un peu nonchalante, mais c'est des titres qui vont me dire là je suis dans un cadre en ligne. Est-ce que je peux apprendre aussi bien que dans le cas où tout est donné en permanence? Vous voyez que la question dans le sens elle n'est pas intéressante parce que nécessairement si j'ai toutes les données, bah, je pourrais aussi prétendre qu'elles sont en ligne et donc j'aurais une intuition dans l'autre sens, c'est facile à montrer. Et c'est plutôt si j'ai cette contrainte-là, que je peux faire aussi bien que dans le cas. Donc là, je vais introduire plus de notation et je vais encore une fois me préciser le cadre. Je vais introduire ce qu'on appelle une fonction de perte qui va venir en fait mesurer la différence ou la discrépance finalement entre un couple YK et sa variable X. Donc cette fonction-là, on peut la penser comme une fonction qui va venir pénaliser, qui va venir mesurer la perte que j'ai quand j'ai remplacé YK par F θ de X. Donc socialement, là, je vais juste transformer mon problème algorithmique en un problème vraiment précis, c'est un problème de minimisation. En particulier, je vais définir la fonction h ici, qui est la somme de toutes les pertes sur mon jeu de données complet. Et je vais dire que mon algorithme, c'est simplement trouver le paramètre qui me distribue. Donc là, je suis passé à un problème de minimisation et du coup, c'est ce qui va m'intéresser tout le reste de l'exposé. C'est vraiment une approche classique en apprentissage, on s'occupe d'une fonction perte et une famille de fonctions qu'on essaie de minimiser. Et là, j'ajoute aussi qu'on cherche à savoir, on voudrait imposer que H soit quand même facilement minimisable, en particulier qu'il y a des propriétés comme la convexité qui se voient. Donc, je vais répondre dans un premier temps avec le cas des statistiques exhaustives. Donc, c'est un cas qui se présente cette situation. Bon, en fait, on peut décomposer la fonction de perte comme ça, donc avec deux fonctions A et B, et une fonction qu'on appelle la statistique suffisante, là, de Y à X. Là, je vais juste faire un peu d'algèbre, je vais juste montrer que finalement, que j'ai tout le jeu de données au complet à tout moment, ou simplement une donnée en permanence, je vais avoir la même chose. Je peux construire le même estimateur. Donc c'est un cas particulier, et c'est un cas où j'ai une contrainte, c'est le cas d'avoir une statistique suffisante, mais ici c'est relativement intéressant. Alors comment ça marche? Imaginons que
je commence avec θ tilde de 1, j'ai juste le droit à x1, y1, donc là j'ai juste réécrit ce que c'est que h, s'il y avait simplement une seule donnée, j'appelle L1 cette quantité-là. Donc ça c'est une fonction à valeur dans l'espace dimension finie. Et essentiellement ce que je vais faire, c'est que là je vais construire un θ tilde de 2, qui est exactement, qui présente à peu près de la même façon que S1, que θ tilde de 1, c'est que j'ai ajouté la deuxième. Si chaque information que me donne un coup de données, j'agrège comme une statistique suffisante. Et du coup, en fait, je fais ça de bout en bout, je me ramène finalement, en utilisant chaque fois une statistique, à ici un θ type, vous voyez, qui dépend que, on va dire, localement de xn, yn. Okay. Et ça, en fait, cette fonction-là, vous allez voir, c'est exactement la même chose que hn. Donc si j'ai un truc, une séparation physique, en fait, entre le paramètre d'un côté et les données de l'autre, dans mon modèle, dans la fonction perte, je peux construire sans perdre d'information, je peux trouver le même estimateur que celui qui était pour le data type. Donc ça, c'est par exemple le cas dans un modèle que les gens qui sont en SAT connaissent bien. C'est l'exemple de la régression linéaire. Donc, si vous êtes familier avec ça, c'est un bon sinus. Prenez ça comme un exemple. Ici, je me suis fixé pour l'espace x, rp, et puis y, c'est des variables réelles. Et je prends comme fonction f ici une fonction linéaire. Le cas le plus simple possible qu'on puisse imaginer pour apprendre quelque chose. Et essentiellement, ici, on peut montrer la chose suivante, que le meilleur estimateur ici, en un certain sens, il est donné par cette chose-là. Ça, vous voyez que j'ai besoin de toutes données ici pour faire mon estimation, parce que x et y dépendent de toutes les données. Mais en fait, ici, on peut réécrire θn, un peu comme dans le slide précédent, comme une espèce de somme, comme une matrice inversée, une somme de matrices que je peux inverser pour un vecteur ici. Et en fait, vous voyez que je peux faire la même chose tout à l'heure en simplement définissant θ tilde de n de la façon suivante. Donc, c'est juste que je compose toutes les valeurs suffisantes ici. Et à la fin, je vais me retrouver avec le même estimateur. Donc, le cas des statistiques suffisantes, c'est un cas particulier, mais il est pas si rare que ça. Ok, donc là je vais repartir sur le cas général. Donc j'essaie de minimiser cette fonction-là. Je suppose qu'elle est différentiable. Alors si on est chanceux, on pourrait espérer résoudre cette équation-là algébriquement. C'est-à-dire trouver θn explicitement. Mais en règle générale, c'est pas le cas, et on peut effectuer ce qu'on appelle une somme de gradient. Donc c'est-à-dire que là je vais construire une séquence de paramètres là, donc, qui dépendent tous de toutes les données que j'ai. Vous voyez ici le gradient là, qui dépend de toutes les données que j'ai. Et essentiellement, je sais que c'est des conditions relativement faibles. En tout cas, du moment où ma fonction est convexe, je vais pouvoir converger. Et en plus, j'ai des résultats plus précis qui me donnent des choses qu'on aime bien en statistique, là, c'est-à-dire des sortes de bornes de convergence. Donc, par exemple, ici, si je m'intéresse au minimum de h, que j'ai appelé θ étoile, typiquement, c'est le gradient de h et L Lipschitz, donc fonction de Lipschitz L. J'aurai une concentration dans cette nature-là. Vous voyez que ici, la valeur pour mon paramètre de cette équation-là, elle est plus grande que le minimum, et en particulier, je sais que la distance au minimum. Alors, s'il ne m'intéresse pas aux images de h, mais plutôt aux paramètres eux-mêmes, est-ce que mon paramètre va converger? Ils ont un peu plus d'hypothèses là, mais essentiellement, je vais avoir des résultats intéressants qui vont me dire que θn là, de t va se rapprocher de θ étoile exponentiellement vite. Okay. Je crois que c'est le seul théorème que j'ai, mais c'est un résultat qui est vraiment important parce que la valeur du gradient est vraiment utilisée partout dans l'apprentissage statistique. Ça permet comme ça de donner des grandeurs quantifiées avec des convergences. Vous voyez que ici, là, quand t va en plus en plus d'étapes en gradient, cette chose-là va se converger vers 0 essentiellement vite. Alors là, j'ai fait une application de ça, je crois, pour mon exemple tout à l'heure. Donc je suis parti de ce point-là, dans mon algorithme, là, donc une 2, 3, et j'ai convergé de façon assez dynamique là, vers le point, j'ai écrit ici,
Et essentiellement, le théorème que je vous ai dit tout à l'heure, si je fais les calculs, les constantes, etc., la borne supérieure de mon inégalité ici, est représentée ici. Du coup, là, j'ai la convergence. Là, je suis en échelle log, donc c'est bien. Donc, pour résumer les choses, quand je pose un problème d'apprentissage par minimisation d'une fonction perte, ce qui est généralement le cas, tout se passe bien avec le gradient, mais pour faire calculer le gradient là, comme vous voyez ici, j'ai besoin de toutes les données. Je ne peux pas m'amuser à en okay, donc je ne pourrais typiquement pas appliquer ça à mon cas. Bon, alors là, j'ai repris ce que ça faisait, là, ma réponse finale après convergence de l'algorithme de gradient. Alors là, c'est comme on va dire la partie un peu fun du talk. Enfin, ça va vous décider ça, mais essentiellement, je vais essayer de faire une petite. de vous montrer l'algorithme du gradient, peut-être comme vous ne l'avez pas vu. Essentiellement en faisant le lien entre l'algorithme du gradient et une certaine équation différentielle. Donc ici, je réécris juste la première ligne, là, ce que fait l'algorithme du gradient. Et en fait, je sais depuis mes propriétés là, que je vais avoir des résultats quantifiés de convergence quand gamma est suffisamment petit. Et du coup, en fait, mon terme de gauche là-haut, vous voyez, ça ressemble un peu à une dérivée d'une fonction. Donc, bien sûr, c'est pas une dérivée parce que là-haut, j'ai un processus qui attend ça comme discret. Et ici, je dis qu'il y a un lien, il va y avoir un lien en fait entre les deux choses. Ce qui se passe là-haut, là, qui est discret, donc le processus θ de t. Et ici, là, l'équation différentielle ordinaire au T2. Donc, j'ai appelé la fonction inconnue θn de t. Donc en fait, typiquement, si j'essayais de faire, si je vous montrais cette équation-là, j'aurais pu le faire comme ça d'ailleurs, et je vous disais, ok, on se donne une position initiale, donc θn de 0 égale θ 0. Si vous faites le schéma de l'air pour résoudre cette équation différentielle là, vous allez retomber sur ce que j'ai là-haut. Okay. Donc finalement, l'algorithme du gradient, comme vous le voyez comme ça, enfin, en tout cas pour celles et ceux qui sont à l'aise, je ne sais pas qui a jamais entendu parler du schéma de l'air de discrétisation. Donc quand vous avez une équation différentielle que vous n'avez pas à résoudre, une façon de faire numériquement, il y a beaucoup d'éléments d'analyse numérique ici, mais essentiellement vous pouvez faire des discrétisations. Il y a plusieurs méthodes numériques pour faire ça. L'une des plus simples, c'est l'algorithme, c'est la méthode de l'air. Alors j'ai représenté ici, vous voyez, donc mon problème de tout à l'heure, le même jeu de données. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe en termes de, si je prends différentes conditions initiales, donc vous voyez les points rouges, ces petits points ici. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de trouver la solution de l'équation différentielle 1 ici, mais qui commence à t égale à 0 à ces points-là, c'est les courbes en bas. Donc c'est simplement les trajectoires des équations différentielles. Et en fait ici, parce qu'on a une équation différentielle qui est particulière, qui va intervenir à un gradient, on appelle ça un faux gradient en fait. Okay. Donc simplement la fonction que j'ai ici, la fonction h, à travers son gradient, elle va m'imposer une dynamique dans l'espace des θ. C'est ça qu'elle va faire. Donc du coup, je me demande si je ne peux pas essayer ce genre des résultats d'analyse numérique sur la convergence des équations différentielles pour avoir des résultats sur des convergences d'algorithmes numériques, type gradient. Alors là, j'ai juste représenté ici le flux complet. C'est-à-dire qu'à chaque point de mon espace, j'ai calculé le gradient, et je montre que, vous voyez que ça me ramène toujours par là. C'est comme un point qui est un point limite, un point qu'on appelle de stabilité de l'équilibre différentielle, qui en fait me garantit finalement que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui me garantit essentiellement que je vais avoir, pour n'importe quelle condition initiale, pourvu que j'aille suffisamment loin suffisamment grand, je vais me rapprocher d'un point limite qui s'appelle le point de stabilité. Et il se trouve que ce point de stabilité, c'est nul autre que la racine du gradient égale la racine du gradient, qui est exactement le point que je recherche. Je vous rappelle, le point initial du point de départ, c'est essayer de résoudre l'équation gradient de h égale à 0. Là, j'ai trouvé une équation différentielle qui semble discrétiser un peu semble liée à mon problème, et dont les points de stabilité sont les points que je recherche. Okay, donc c'est comme ça, c'est très connu, ça s'appelle la méthode de l'ODE, c'est sa notion différentielle ordinaire, pour trouver des résultats sur les algorithmes.
C'est très connu et c'est assez intéressant. Donc là, je pense que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait ici. Bon, je passe sur les détails techniques, mais... Alors là, je vais faire un truc un peu marrant. Je vais m'amuser, vous voyez, je vais m'amuser à perturber aléatoirement ma dynamique. Donc, je prends exactement le même schéma de discrétion que tout à l'heure. Donc, je vais tout différencier. Et maintenant, je vais venir la perturber. Vous voyez, j'ai rajouté un bruit là, sigma pour epsilon. Je dis que j'ai comme un adversaire qui essaie de me faire dévier de ma trajectoire du gradient. Donc là, ouais, tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure, vous avez quand même des choses qui semblent, on dirait que vous ne pouvez pas faire la différence. Avec le coup de gradient perturbé et celui-ci. Donc là, je prends des sigmas différents, donc j'ai pris 1 sur 1000, 1 sur 100, ok. 1 sur 10, ça vous voyez, ça commence à mal aller. Okay. Donc si un adversaire est vraiment méchant et qui fait vraiment des choses qui perturbent le système, au bout d'un moment, je ne pense pas que je vais avoir une convergence vers les points stabilités. Effectivement, on peut le montrer même pour n'importe quel sigma inframenti. Ce genre de choses-là ne va pas converger vers un point. En fait, plutôt, il va avoir. C'est le passage en fait ici entre une fonction différentielle ordinaire et une fonction différentielle stochastique. On va avoir une loi limite qui va prendre en moyenne des valeurs proches du minimum, mais on ne pourra pas atteindre exactement le minimum. Donc là, ça se voit bien ici, moins ici, mais c'est le même problème. Donc en gros, si j'ai un adversaire, je vois que quelque part, je vais rater je vais comme avoir d'aléatoire, ok, mais il reste quand même des choses que je peux dire, c'est qu'on dirait que la dynamique elle-même a quand même des similarités. Alors le truc vraiment intéressant, je pense, de l'exposé, ça se passe ici, c'est comment on corrige ça. Il y a une façon de corriger qui est bien connue. Le cas général de cette théorie, c'est la fonction stochastique. Mais essentiellement, vous voyez que j'ai réglé quasiment la même dynamique ici, en haut, sauf que là, j'ai mis un gamma de t. Vous voyez? Ici, dans le calcul du tout à l'heure, j'avais simplement mis un gamma constant. Puis ici, je prends un gamma de t. Je fais juste ce changement, et j'impose une chose, c'est que gamma t va tendre vers 0, mais pas trop vite, de sorte à pouvoir me rendre même dans les points intéressants de stabilité de l'équation. Donc simplement, si je change mon pas de discrétisation d'un pas constant à un pas qui diminue, et ben en fait je corrige les choses. C'est-à-dire que je vais quand même avoir du bruit. Vous voyez là, j'ai superposé en deux couleurs, en noir et en vert, là, la dynamique non bruitée et la dynamique bruitée, mais avec ce facteur ici qui va, ça converge. Okay. C'est-à-dire que là je vais rebasculer dans le côté où je vais avoir un point de stabilité. Bon, ça va pas être sûrement, ça va être presque sûrement parce qu'il y a du bruit là, je ne peux pas le faire autrement. Mais je vais quand même me ramener cette stabilité qui faisait défaut quand j'avais un bruit qui était introduit. Ok. Je ne sais pas si vous me suivez ces questions. Bon, là je vais peut-être aller un peu plus vite là-dessus, mais essentiellement c'est un résultat peut-être plus technique là. J'ai pris un bruit très simple, j'ai pris un bruit IID. Bon, j'ai pris des idées sur le bruit qui sont vraiment fortes et qui en général ne sont pas satisfaisantes, mais c'est une classe de résultats, là, je donnerai les références après, mais si on a un problème de gradient bruité, on aura des conditions vues sur le bruit, puis on va toujours avoir que H et I continuent, des conditions sur le pas, puis que cette condition-là se satisfait, c'est-à-dire que le processus ne va pas partir d'un peu. Et en fait, comment on prouve ça? C'est là le pivot. C'est qu'en fait, on va construire une interpolation du processus non bruité. On va prendre notre processus là-haut, là, donc bruité, donc avec un pas qui diminue. On va construire une interpolation à temps continu, on va montrer que ces choses-là sont vers 0. Donc c'est la méthode de soude différentielle ordinaire qui est utilisée. Donc là, les hypothèses les plus difficiles, c'est sur le bruit, généralement. C'est les hypothèses les plus difficiles à vérifier. Et celle-là aussi. Voilà. C'est une vaste littérature. Tellement de gens ont essayé tellement de choses pour essayer de changer les hypothèses, mais essentiellement, l'idée importante, c'est que si j'ai un pas ici qui diminue, ça va marcher. Ok, donc j'en arrive maintenant à mon plan d'apprentissage en ligne. Là. Supposons que je vais commencer la façon suivante.
Ça, c'est mon algorithme du gradient tout à l'heure. Supposons maintenant qu'au lieu de calculer mon gradient, vous voyez ici, je tire au sort un des couples de données x, y, aléatoirement. Donc je calcule non pas mon algorithme du gradient avec le gradient complet, mais simplement une donnée. Okay. Donc j'appelle cette séquence-là tentative de. Vous allez voir pourquoi. Essentiellement, ici, je peux réécrire mon terme comme le gradient au complet plus le terme que j'ai choisi au sort, moins le gradient complet. Okay. Puis en fait, ce terme-là, ici, je le vois comme une source de bruit. Mais c'est ça que je dis. Je dis que, en fait, là, la chose que vous voyez, ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est bien seulement le gradient du point en question, là. Je tiré au sort. Mais je fais intervenir le gradient complet plus un bruit, il se trouve que ce bruit-là, la moyenne nulle, donc il faut savoir, etc. Mais essentiellement, j'ai écrit pourquoi ici. Essentiellement, là, je peux voir un algorithme où je ne calculerai pas le gradient complet, mais simplement je prends une des données et je calcule le gradient avec cette donnée-là, comme un processus bruité. Et donc, d'après ce que je viens de dire précédemment, sur le bruité que je viens de dire précédemment, θ tilde et θt, là, θ tilde et θ tilde n et θ n vont converger vers la même. Okay. Donc ça, le gradient stochastique, c'est, je pense, il faudrait demander, mais les gens du MILA nous diront que c'est probablement l'algorithme le plus important là, de ces 30 dernières années qui ont permis tellement d'essor dans l'apprentissage. Et il est basé sur cette idée que, en fait, quand on brûle l'algorithme du gradient, si on a un pas qui diminue, on ne devrait pas trop, on va dire, dérouter la convergence. Alors, comment on fait? Parce que là, vous avez vu que j'avais un cas particulier dans l'annonce stochastique. En fait, j'avais un jeu de taille n, puis je veux tirer au sort une donnée. Là, c'est pas vraiment en ligne, parce qu'en ligne, j'ai le droit qu'à une donnée, c'est pas je me mets à tirer une au sort et je continue mon chemin. J'ai le droit qu'à une. Okay. Mais en fait, si je prends, si je veux qui arrive au fur et à mesure, et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je calcule le gradient seulement en utilisant la donnée qui est disponible, je fais exactement la même chose. Oui, là, la référence, elle n'est pas toute jeune, Robbins Monroe 1051. Donc ça marche de la même façon en fait. C'est juste que là, je ne vais pas tout à fait avoir la même fonction différentielle. Je n'ai pas H maintenant, en fait. Je vais avoir une espérance, parce que j'ai plus notion de données. Mais essentiellement, ça va se passer de la même façon. Peut-être j'ai plus trop de temps d'entrer dans les détails, je voudrais passer à l'illustration, mais essentiellement, quand vous avez un calcul de minimisation à faire, si vous utilisez la log du gradient, qui vous faut un jeu de données couplé. Si vous voulez faire un algorithme où vous avez un donné au fur et à mesure et calculer le gradient en utilisant seulement cette donnée-là, ça va marcher. Bon, bien sûr, il faut que H soit convexe, différentiel, etc. Mais généralement, c'est tout. Alors, est-ce que la convergence est satisfaisante pour les statisticiens? Bah non, en fait. La convergence, c'est pas suffisante. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'information. L'information, c'est pas vraiment la convergence, dans le sens où ça ne me dit pas si je vais apprendre aussi. Je vais comparer par deux points, mais est-ce que c'est vraiment le même apprentissage ou pas? C'est pas une question qui se réussit facilement. Quand on parle de qualité d'information statistique, généralement, on regarde des choses, on va dire, liées à la variance destinataire. Okay. Est-ce que finalement, le fait d'avoir perturbé mon gradient par ce petit